Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. La Banque des Territoires a lancé en octobre 2021 le premier accélérateur en France dédié au EdTech à impact Passerelle, opéré par Make Sense. Son objectif ? Accompagner, conseiller et orienter 10 startups du secteur afin d'en accélérer le déploiement à plus grande échelle dans les territoires. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Charlotte Monneret, DG du réseau EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Et aujourd'hui, je suis ravie d'enregistrer ce nouveau numéro du podcast avec deux entrepreneurs, Théo et Gennady, qui ont plusieurs points communs. Alors déjà, bonjour à tous les deux. Bonjour. Premier point commun, vous êtes tous les deux lauréats du programme d'accélération Passerelle, qui est le premier accélérateur en France dédié au EdTech à impact, qui est porté par la Banque des Territoires et opéré par Make Sense. Mais surtout, vous êtes tous les deux entrepreneurs et vous vous êtes lancés dans le grand bain de l'entrepreneuriat à la fin de vos études. Alors Gennady, pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours, parce que tu as fait Dauphine et tu as rapidement monté et lancé la startup J'Explore, dont tu vas nous en parler un petit peu plus tard. Mais du coup là, la question c'est de savoir comment l'envie d'entreprendre t'est venue. Est-ce que c'était déjà là dès le début de tes études ? Oui, effectivement, l'envie d'entreprendre est venue assez tôt dans le cadre de mon parcours. J'ai fait un parcours assez généraliste en économie, en finance et en gestion. Mais l'entrepreneuriat est venu à moi à travers mes expériences extrascolaires. Tout d'abord par mes participations à des hackathons que je faisais déjà à partir de ma licence 3. J'ai beaucoup aimé l'énergie qui était dans le cadre de ces différents concours. Notamment créer à partir de zéro un projet, partir d'une idée, développer quelque chose. Donc j'ai vraiment aimé cette émulation. Et de l'autre côté, de manière plus générale, mon lien avec l'éducation à travers mes expériences associatives. Notamment, je participais à pas mal de témoignages, d'accompagnement de lycéens dans le cadre de mes études, et ces deux milieux m'ont amené en fait à me lancer dans le cadre de J'Explore et à démarrer ce projet à la fin de mon master. Tu nous mets un petit peu de suspense sur ce que fait J'Explore, c'est très bien. J'aime beaucoup ça. Théo, du coup, toi, tu es le fondateur de Nouvelle Classe, une autre startup EdTech que tu vas nous présenter tout de suite. Et du coup, tu es aussi parti dans le grand monde de l'entrepreneuriat juste après tes études. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours et ce qui t'a poussé à faire ce saut ? Oui, tout à fait. Alors moi, du coup, ça s'est fait en parallèle de mes études au début. En fait, j'étais en école d'ingénieur informatique électronique, l'ENSEA. Et dans le cadre de projets qu'on devait faire pour nos études, on nous a proposé de suggérer des idées de projets à lancer. Et c'est là qu'en fait est venue l'idée de Nouvelle Classe, qui mêle en fait plusieurs passions que j'avais, de la passion pour le cinéma, la vidéo, pour la pédagogie. J'ai toujours beaucoup aimé donner des cours particuliers. Et puis les petites compétences, les quelques compétences informatiques que j'ai eues en école d'ingénieur m'ont permis aussi de commencer le développement de la plateforme. Voilà, j'ai un peu mêlé toutes ces passions et puis ce que je savais faire en informatique pour commencer à créer du coup Nouvelle Classe dans le cadre de mes études en tant que projet d'école d'ingénieur. Donc je vois qu'on a des points communs avec J'Explore. Génial. Et du coup, donc avant de vous poser des questions sur avantages, inconvénients de se lancer jeune dans l'entrepreneuriat, vous êtes des entrepreneurs, vous savez pitcher. Du coup, est-ce que c'est possible de nous pitcher en 1 minute max votre solution, comme ça on casse le suspense. Donc vas-y Théo, qu'est-ce que c'est Nouvelle Classe ? Qu'est-ce que vous faites avec Nouvelle Classe ? Quelle est la vision de la boîte ? Où vas-tu ? Tout ça en 1 minute. Je blague, mais pitche-nous simplement la solution. Oui, tout à fait. Alors, Nouvelle Classe, c'est le TikTok du soutien scolaire. Ce serait un peu ça le slogan. C'est une plateforme de soutien scolaire où on propose un ensemble d'outils pour les collégiens et les lycéens pour réussir son année scolaire. Donc l'objectif, c'est vraiment de combler les lacunes, de comprendre déjà le niveau de l'élève, où est-ce qu'il en est, et ensuite de lui proposer des contenus adaptés à son niveau pour combler ses lacunes et lui redonner confiance. L'idée, c'est vraiment d'opérer un changement d'état d'esprit auprès d'un élève qui serait un peu en décrochage ou en difficulté. On sait que c'est des situations très douloureuses, en fait, le décrochage scolaire, qui crée du renfermement des élèves sur eux-mêmes. Ils veulent plus communiquer avec leurs parents, ils veulent plus qu'on regarde leurs notes. Enfin, ça crée beaucoup de honte aussi chez ces élèves-là. Donc le but, la finalité, c'est de leur redonner
redonner confiance et de leur redonner un cap et des objectifs. Et pour ça, nous, la première étape, c'est de combler les lacunes avec du coup des contenus interactifs, des contenus qui vont leur plaire, qui vont les captiver. On se rend compte aujourd'hui qu'on est vraiment face à une nouvelle génération d'élèves qui passent leur journée sur TikTok. Donc les fiches interminables de cours, en fait, ils les lisent même plus. Et donc il faut vraiment s'adapter au niveau des formats, principalement, leur proposer de l'interactivité, des contenus qui vont leur plaire, des systèmes de communauté. Les élèves ont besoin d'échanger entre eux pour se sentir entourés, se sentir en confiance, leur donner un cadre. Et donc voilà, on propose cet ensemble d'outils sur notre plateforme avec pour objectif de redonner confiance aux élèves et de leur permettre voilà, ce que nous disent les élèves souvent, c'est que leur objectif, c'est de gagner 4 points de moyenne. Donc nous, l'objectif, c'est voilà, d'aider un élève qui est à 10 sur 20, 11 sur 20, de l'aider à atteindre 14 ou 15 de moyenne pour être beaucoup plus en confiance. Génial, merci beaucoup Théo. Et on sait à quel point le soutien scolaire et tous les leviers d'aide à l'apprentissage ont été utiles sur ces 2 dernières années post-Covid, avec les classes fermées et les enseignants un peu sous l'eau sur certaines dimensions. Et d'ailleurs, une des dimensions capitales aussi qui a été un petit peu mise à mal sur ces 2 dernières années, c'est l'orientation. Et du coup, Gennady, est-ce que tu peux nous présenter J'Explore et ce que tu fais avec ton entreprise pour remédier à ça? Oui, complètement. L'orientation est un autre pilier dans l'éducation, notamment dès le collège, qui devient très très important à partir de la 4e. Et c'est cette problématique qu'on adresse avec J'Explore, qui est une solution d'orientation qui propose aux jeunes de se téléporter dans le monde professionnel, de découvrir divers univers métiers, diverses professions à travers la réalité virtuelle. Donc concrètement, comment ça se passe? On intervient dans les établissements scolaires et les jeunes, à travers des casques de réalité virtuelle, peuvent découvrir à la première personne différents corps de métiers, notamment des métiers méconnus, des métiers auxquels les jeunes n'ont pas forcément accès, de par leur réseau, de par leurs connaissances, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire ces expériences-là durant leurs études, mais aussi de visiter des lieux difficiles d'accès. Je donne toujours l'exemple de blocs opératoires. C'est toujours des lieux qui sont un petit peu mystérieux pour les jeunes, parce que voilà, on n'a pas forcément la possibilité de les visiter, que ce soit des usines, des restaurants professionnels. L'objectif, c'est de montrer les coulisses d'un métier. Et c'est ce qu'on réalise avec notre solution J'Explore. Pour cela, nous intervenons directement dans les établissements scolaires. On construit avec les professeurs des ateliers d'orientation qui vont se dérouler sur les heures qui sont dédiées pour ces sujets-là dans les établissements. Et on va accompagner les jeunes dans la découverte des métiers premièrement, mais aussi dans l'approfondissement, que ce soit à travers la meilleure compréhension des compétences, une meilleure compréhension de la posture professionnelle, notamment en entreprise, et puis des choses plus concrètes, comme les formations à faire, les débouchés, les salaires, les avantages et les inconvénients de chaque métier, pour que le jeune, à la fin de notre atelier, puisse avoir les clés pour aller plus loin avec d'autres solutions qui existent sur d'autres thématiques de l'orientation. Génial, merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Et du coup, je reviens à votre point commun initial qui était le fait que vous ayez entrepris jeune dans le bain de l'école directement. Est-ce que vous trouvez que c'est un avantage justement le fait de se lancer directement après les études ou même d'ailleurs pendant pour Théo, notamment quand on veut créer une start-up EdTech, ou est-ce que ça peut être aussi un inconvénient parce que c'est vrai que l'écosystème du marché peut être assez complexe à saisir. Donc Théo, peut-être en premier, est-ce que tu penses que c'était plutôt un avantage ou plutôt un inconvénient d'entreprendre directement après la fin de l'étude? Oui, alors en fait un peu des deux, c'est-à-dire que sur le produit qu'on propose avec Nouvelle Classe, l'objectif étant d'être très très proche des élèves, le fait d'être assez jeune et du coup de les comprendre assez facilement, c'est un gros avantage au niveau du produit, de la conception des vidéos et de la conception du produit, parce que du coup c'est très facile d'échanger avec eux sur les réseaux sociaux, sur Discord, et puis quand ils me voient en vidéo ou qu'ils voient les autres étudiants avec lesquels on travaille, voilà, il y a tout de suite cette proximité qui arrive. On casse ce rapport sachant-apprenant, professeur-élève, et on est vraiment sur un pied d'égalité avec les élèves. Donc on a une identification qui est très facile, et donc voilà, les élèves nous voient plus un peu comme des grands frères, des amis qui essayent vraiment de leur donner des conseils et des coups de main pour réussir en classe. Donc voilà, sur le produit Nouvelle Classe, ça s'est un peu construit autour de ça, et donc ça a été un gros avantage de commencer jeune, du coup.
Après, effectivement, sur l'aventure entrepreneuriale, du coup, voilà, d'être jeune, donc pas une très grande expérience professionnelle. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels je manque de recul, sur lesquels voilà, il y a certains sujets qui prennent beaucoup de temps à se mettre en place. Et si j'avais peut-être travaillé dans des entreprises, si j'avais eu une expérience professionnelle, ça aurait sûrement été beaucoup plus rapide à mettre en place ou à comprendre sur certaines mécaniques. Mais voilà, grâce à mon associé du coup qui s'appelle Alexandre, qui lui a l'habitude de travailler avec des entreprises en B2B, voilà, qui a 10 ans d'expérience, 10 ans de métier. Voilà, on se complète assez bien. Moi, sur l'aspect produit, un peu image de marque, assez jeune pour toucher les élèves. Et puis mon associé, du coup, qui vient en support de façon très efficace sur les sujets plus B2B, plus voilà qui requiert de l'expérience pour monter l'entreprise. Au niveau perception des parents, Théo, est-ce que tu penses que ça joue ton âge, ta posture, ou les parents en fait sont globalement plus ouverts aujourd'hui? Je me rends pas forcément compte de leur perception sur ces aspects. Alors en fait, ça dépend. On voit qu'on a deux types de publics. Il faut qu'on montre, je dirais, une certaine crédibilité, qu'on montre qu'on n'est pas juste des jeunes à vouloir monter notre solution dans notre coin sans vérification, sans validation, parce que là, ça passerait pas. Donc c'est pour ça qu'on a rapidement fait des partenariats avec des maisons d'édition, notamment Nathan, qu'on a travaillé avec des professeurs de l'éducation nationale, enfin qu'on s'est entouré et on l'affiche sur le site, parce qu'on sait que c'est très important pour les parents d'avoir cette validation. Après, voilà, on a beaucoup de parents qui aiment ce côté jeune, grand frère, ce côté coach. On a beaucoup étudié quelle est la souffrance des parents en fait, et leur plus grande souffrance, c'est d'avoir face à eux des enfants qui sont perdus et surtout complètement démotivés. Et ils comprennent assez rapidement et assez facilement notre approche de dire on est jeune, on va vraiment prendre votre enfant par la main, il va nous considérer comme un ami, comme un pote, qui va lui donner des conseils, donc ça va le remotiver. Et donc en fait voilà, cette différence, en fait, cette image plus de coach que de professeur, les parents comprennent assez bien pourquoi on le fait et en quoi ça peut les aider. Par contre, c'est vraiment essentiel de montrer qu'on n'est pas juste dans notre coin à vouloir faire un peu à notre sauce les cours et qu'on est entouré, voilà, J'imagine. Même vis-à-vis du respect du programme scolaire, etc., il y a quand même des enjeux très, très forts sur ces aspects. Voilà. Et j'imagine que pour l'orientation, Gennady, c'est pareil, c'est un sujet qui est très important pour les familles et pour le milieu scolaire. Comment est-ce que toi, tu vis le fait justement d'être plutôt jeune et d'avoir lancé ta solution en sortie d'école? Oui, alors moi je rejoins totalement Théo là sur le sujet des jeunes qui aujourd'hui utilisent les produits digitaux complètement différemment par rapport pour personnes déjà plus âgées, et par rapport aux parents qui n'ont pas connu la même chose. Et je pense que effectivement les solutions qu'on doit leur proposer doivent aussi évoluer, que ce soit par des solutions sur téléphone portable ou nous qui proposons une solution avec des casques de réalité virtuelle qui impliquent d'autres manières de se l'approprier et notamment de s'insérer dans des programmes scolaires. Et je pense qu'avec Théo on peut être d'accord sur le fait que l'écosystème de l'éducation est encore particulier par rapport à d'autres écosystèmes, d'autres secteurs plus traditionnels. Et donc l'approche doit être différente. À mon avis, l'approche doit se faire en co-construction avec les professeurs, puisque c'est eux qui sont le premier relais des jeunes par rapport à leurs parents. Et puis aussi rassurer les parents sur le fait que les jeunes puissent être accompagnés vraiment de bout en bout, que ça soit sur la partie vraiment éducative, purement scolaire, mais aussi extrascolaire. Et l'orientation, c'est une thématique où ni les parents ni les professeurs ne sont experts de tout ça. Ils connaissent pas forcément tous les métiers du monde, et c'est normal. Et les jeunes, ils doivent quand même faire un choix en troisième et un choix en terminale. Et c'est là, nous, on va s'insérer. Et le fait d'être jeune, je pense que ça me permet aussi d'avoir peut-être une perception différente de ce que peuvent penser et vivre les jeunes. Et encore, moi qui a 25 ans, je consomme différemment les produits digitaux, entre guillemets, que les jeunes de 14 ans. Moi, j'utilise pas TikTok, par exemple, alors que c'est la tendance complète. Et ça, je pense que Théo en sait plus que moi. Donc voilà, on s'adapte et on essaie de reconnecter les générations aussi. C'est aussi notre rôle, je pense.
Complètement d'accord avec vous deux. Et d'ailleurs, si on revient sur le marché dans lequel vous opérez, donc dans le secteur bien particulier de la EdTech, j'imagine qu'il y a une histoire derrière la volonté de créer votre entreprise sur ces sujets spécifiques. Quels sont les besoins que vous aviez identifiés et comment vous vous êtes lancé dans ce secteur spécifique, que ça soit l'orientation et le soutien scolaire? Peut-être Gennady, pour toi, donc pourquoi l'orientation scolaire? Parce qu'on sait qu'en plus, il y a beaucoup de choses qui existent, que c'est un sujet qui est porté en classe par le secteur public. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre là-dedans? Oui, effectivement, l'orientation scolaire, c'est en fait un sujet assez vaste, puisque ça englobe plusieurs aspects. Il y a tout d'abord l'aspect de la connaissance de soi, identification de ses compétences. Il y a le sujet de la connaissance des métiers, et puis également le sujet des choix par rapport à nos compétences et nos aspirations par rapport aux matières qu'on réalise. Nous, on s'insère exclusivement sur la partie découverte des métiers et connaissance du monde professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les études montrent qu'aujourd'hui, en France, à peu près un jeune sur deux regrette son choix d'orientation après le bac. Et nous, on adresse cette problématique à travers donc la méconnaissance du monde professionnel, puisque, comme je le disais, les collégiens ou même les lycéens ont très peu d'expérience et très peu d'exposition au monde professionnel avant de faire leur premier choix. Typiquement au collège, on a donc une semaine en troisième de découverte du monde professionnel, et puis des heures dédiées où des intervenants externes ou des professeurs réalisent des ateliers, mais ça reste relativement court, puisque en troisième, on doit quand même choisir entre filière générale et filière professionnelle. Donc ça ouvre des portes, mais ça enferme d'autres. Et de la même manière, pour les lycéens, à travers toutes les voies qui vont s'offrir à nous, lorsqu'on fait un choix, automatiquement, on en élimine d'autres. Donc comment permettre à ces jeunes de connaître un maximum de choses avant de faire ces choix? C'est là où nous, avec J'Explore, on veut intervenir, en leur proposant vraiment un panel très très large de univers et métiers, pour leur permettre de vivre ces métiers en amont, en salle de classe, mais également avoir les clés pour faire leur propre choix en toute connaissance de cause. Notre solution, notre particularité, c'est qu'elle n'est pas 100% digitale. C'est pas uniquement des casques avec des vidéos, je schématise, mais c'est tout un accompagnement, et comme je le disais, notamment réalisé avec les professeurs. On va choisir ensemble les métiers à présenter par rapport au projet des jeunes. On va approfondir ces immersions à travers des activités en collectif, en physique, avec chaque fois 2 animateurs ou animatrices qui vont intervenir dans les salles de classe. Et puis conclure l'atelier avec des outils pour aller plus loin. Et c'est là, en fait, on va reconnecter avec les solutions existantes. On n'est pas là pour remplacer des solutions, on est là pour vraiment arriver à connecter le monde scolaire et le monde professionnel et les solutions existantes, que ce soit des brochures UNICEF ou bien des actions associatives pour mieux se connaître, travailler sur les soft skills aussi. Tout ça, ça se connecte, et tout ça permet à un jeune d'être mieux armé pour faire un choix. Complètement d'accord avec toi. Et le besoin, à mon avis, initial, est très bien identifié, le caractère non exhaustif de tout ce qu'on peut faire en salle de classe, parce qu'on est limité par tout ce qui est physique. Et toi, Théo, sur le soutien scolaire, c'était quoi les besoins précis que tu avais identifiés? Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui existent, des gros acteurs traditionnels et des solutions plus modernes d'ailleurs. Qu'est-ce que tu avais identifié précisément? Ouais, alors très précisément, au début du projet, j'ai identifié la déconnexion entre les habitudes de la nouvelle génération sur les réseaux sociaux en termes de divertissement et les plateformes de soutien scolaire qui sont proposées en fait actuellement aux élèves. En fait, j'ai vraiment ressenti cette déconnexion, ce besoin pour les jeunes de s'identifier à une personne qui va les aider, enfin vraiment cet aspect presque coaching dont ils ont besoin pour reprendre confiance en eux, et le côté très académique, très froid entre guillemets des plateformes de soutien scolaire. Voilà, il y avait cette déconnexion entre la cohérence des plateformes de divertissement et la pertinence des plateformes de soutien scolaire. J'ai trouvé qu'il fallait innover sur les outils pédagogiques proposés aux élèves, vraiment dans la forme. Je parle pas forcément au niveau du fond, parce que c'est les programmes scolaires classiques, mais je pense que voilà, pour un élève qui est habitué à utiliser Instagram et TikTok, lire des fiches PDF de plusieurs dizaines de pages, finalement, ça reste assez compliqué à assimiler, et c'est pas du tout une critique de ces solutions existantes, mais j'ai pensé qu'il fallait vraiment innover sur la forme, sur le format. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parle de TikTok du soutien scolaire, parce qu'en fait c'est toute l'ADN du projet qui est parti de là.
Et puis il y avait aussi une conviction qui était liée finalement à l'accès au soutien scolaire, à l'éducation, à une éducation de qualité. Les cours particuliers, voilà, ça coûte très cher. Avec certains organismes, on parle de 60-70 euros de l'heure, donc c'est vraiment un coût extrêmement élevé en fait pour les familles, et donc tout le monde n'a pas accès à ce genre de solution. Et en parallèle de ça, les plateformes, encore une fois, de soutien scolaire en ligne, beaucoup moins coûteuses, mais pas forcément adaptées aux besoins des enfants, en fait. Voilà, c'était aussi la conviction au départ. Donc l'idée, c'était de proposer une plateforme accessible au plus grand nombre, avec des contenus dans un format qui plaît aux jeunes, et donc voilà, qui les captive autant qu'un cours particulier. L'idée, c'était de créer la plateforme des cours particuliers en ligne, un peu automatisés, qui sont proposés en complément de l'école, en complément du collège, du lycée, pour les élèves qui décrochent, et pour que ce soit le plus accessible possible en fait pour les familles. Donc voilà, ça a été ce constat et puis cette conviction qui ont poussé Nouvelle Classe. Et justement, après ce constat, quelles sont les premières étapes que t'as mises en place? Quels ont été tes premiers pas importants pour répondre à ce besoin? Les toutes premières étapes de Nouvelle Classe. Alors les toutes premières étapes, en fait, ça a commencé avant le début de Nouvelle Classe. Je donnais des cours particuliers à des élèves du coup des lycéens qui m'ont dit ah c'est top, ça passe bien, on aime bien tes cours, tu pourrais essayer de faire ça en vidéo. Et comme j'ai toujours été passionné de vidéo, et ben voilà, je me suis dit je vais me lancer. Donc j'ai réalisé une vingtaine de vidéos vraiment avec mon téléphone sur YouTube. Donc le début de Nouvelle Classe, c'est vraiment la chaîne YouTube. Et voilà, rapidement, ça a fonctionné. J'ai vu que les vidéos étaient partagées sur les réseaux sociaux. Il y avait des bonnes métriques en termes de nombre de j'aime. Et la chaîne YouTube qui a rapidement passé les 1000 abonnés. Et donc voilà, c'était assez inattendu, cet engouement. C'était très satisfaisant. Et en fait, ça a fait une preuve de concept sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire que voilà, j'ai posté les premières vidéos. Il y a eu de l'engagement, de l'interaction, des abonnés. Et voilà, sans me rendre compte, c'est devenu le POC. Je me suis dit, d'accord, en fait, le concept plaît, la pédagogie plaît, cette approche-là, les élèves en veulent plus. Et donc, ça a été ça, vraiment, les premières étapes de Nouvelle Classe. Et puis ensuite, du coup, évidemment, il a fallu passer d'une chaîne YouTube à une plateforme pour en faire une entreprise, et puis qu'il y ait plus de contenu, que ce soit plus riche. Et puis rapidement, en lisant les commentaires des élèves, je me suis rendu compte qu'il y avait ce besoin de communauté, ce besoin de groupe de travail, ce besoin d'accompagnement, d'encadrement. Je pouvais plus gérer ça tout seul. Donc l'étape suivante, ça a été de constituer une équipe. La plateforme que j'avais créée tout seul au début s'est faite hacker, pour la petite anecdote, et donc rapidement je me suis entouré d'un développeur, parce que je me suis rendu compte que l'enjeu en fait était très très important, les enjeux de fiabilité de la plateforme, d'accès 24 heures sur 24, enfin plein d'enjeux qui sont venus, donc plein de missions qui se sont ajoutées. Donc l'étape suivante, ça a été de constituer une équipe autour du projet. Et donc voilà, c'est comme ça ensuite que petit à petit le projet s'est lancé. Génial. Et après, tu as préparé au bac, et après, tu as réussi brillamment la session 2021. Tu me disais que tu avais tes élèves qui déclaraient qu'ils avaient gagné en moyenne 2 points grâce à Nouvelle Classe. Donc ça fonctionne, ça veut dire que t'es dans la bonne direction. C'est ça, bravo, on continue. Et un autre point commun, d'ailleurs, je reviens sur ce que tu disais, Théo, sur l'accessibilité et la nécessité de lisser les coûts pour toutes les typologies de familles. Gennady, toi aussi, c'est très important dans cette problématique de l'orientation scolaire, de permettre d'aller toucher tous les types d'élèves, des élèves qui ne sont pas forcément initiés aux filières d'avenir, que ça soit dans la ruralité ou dans les quartiers prioritaires de la ville. Et donc cette fibre sociale, cette fibre d'aller toucher toutes les typologies de familles, est très présente aussi dans la solution. Tu l'as pas dit, mais je te reposerai la question plus tard, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et justement, pour toi, sur ces premières étapes du projet, comment c'est parti, j'explore? Est-ce que c'était directement très clair dans ton esprit ce que vous vouliez faire? C'était quoi tes premières étapes, d'ailleurs vos premières étapes, parce que je crois que tu avais quelqu'un avec toi aussi au début. Alors oui, alors effectivement, alors moi j'ai démarré seul donc à la fin de mes études, et en fait je suis parti vraiment avec cette intuition que la réalité virtuelle peut être plus immersive, plus concrète dans la découverte des métiers pour les jeunes. Donc vraiment avec cette idée, je suis allé m'adresser à 2 structures. Donc une première structure pour créer le contenu, notamment un CFA qui est basé à Paris dans les métiers de la restauration, où là on a mis en place une petite expérimentation. On a capturé des environnements d'un pâtissier, d'un chocolatier, d'un boulanger. Ce sont donc des apprentis qui avaient entre 14 et 16 ans, qui étaient vraiment donc en études et chez l'artisan l'autre moitié du temps.
Une fois que ces contenus ont été développés, donc ils n'étaient pas du tout parfaits, ils n'étaient pas du tout voilà ce qui sont aujourd'hui, notamment avec les dernières productions, mais ça m'a permis de pouvoir l'expérimenter, le tester auprès d'un public. Et donc je me suis adressé à une mission locale qui est basée à Pantin, où ils ont accepté la venue d'un jeune avec un casque pour accompagner leur groupe de 30 élèves dans le cadre de leur dispositif Garantie Jeunes donc. Et c'est en fait cette petite expérimentation qui m'a permis de valider le concept, et notamment très rapidement j'ai compris l'importance de pouvoir évaluer l'impact entre guillemets à la sortie de l'atelier, à la fois auprès des élèves mais aussi auprès des accompagnateurs et des référents pédagogiques de cette structure. Et les retours étaient déjà à cette époque très concrets pour moi. Les jeunes ont pu découvrir des métiers qu'ils ne connaissaient pas, ils ont pu vivre et visiter des environnements professionnels auxquels ils n'avaient pas forcément accès. Et puis ça leur a permis aussi d'être plus motivés, d'être plus engagés, parce que voilà, c'est un nouvel outil, c'est ludique, et ces jeunes, ils sont toujours intéressés par de nouvelles solutions. Donc avec cette petite expérimentation, ça m'a permis de démarrer. Et donc au fil des étapes, j'ai compris très vite que l'enjeu pour moi, c'était de pouvoir renforcer la qualité des contenus, notamment dans la scénarisation pédagogique, dans l'accompagnement post-immersion, qui aujourd'hui représente en fait le visionnage des métiers représente aujourd'hui que 30% de l'atelier. Les 70 autres pourcents, c'est vraiment de l'approfondissement, de l'approfondissement de la formation, de l'approfondissement des choses vues dans les immersions, et puis sur la partie des contenus en tant que tel, mieux cibler les messages clés. Et là, nous travaillons vraiment en collaboration avec les entreprises pour collecter toute l'expertise métier, et ensuite la recréer, le rendre pédagogique, la rendre vulgarisée aussi, c'est aussi notre rôle, pour pouvoir la présenter de manière claire pour les jeunes. Et donc aujourd'hui, tu as toujours deux activités séparées, entre guillemets. D'un côté, la production de contenu, et de l'autre, la diffusion avec ces fameux ateliers en physique dont tu parlais. C'est toujours séparé aujourd'hui ? Complètement. Donc nous avons vraiment deux types d'activités qui en fait se regroupent. C'est-à-dire en amont, nous produisons le contenu avec des entreprises, des fédérations professionnelles, des groupements d'employeurs. Nous allons ensemble identifier des métiers qui sont soit, on dit, en tension, donc il y a des difficultés de recrutement, des métiers d'avenir ou des métiers tout simplement peu connus qu'il faut remettre au goût du jour ou les faire connaître. Une fois que ces capsules immersives sont créées, on les intègre dans notre plateforme qu'on a développée au fil de notre activité, qui est intégré dans les casques de réalité virtuelle et qui est ensuite diffusé avec notre équipe pédagogique dans les établissements scolaires qu'on accompagne. Donc aujourd'hui, on a accompagné à peu près 3500 jeunes dans une 40aine d'établissements scolaires. Et effectivement, notre cœur de cible reste quand même les 4e et les 3e, qui représentent à peu près 60-70% de nos bénéficiaires finaux. Et à peu près 70% de nos bénéficiaires aussi sont situés dans les territoires qu'on appelle soit ruraux, soit quartiers prioritaires de la ville, notamment des collèges REP ou REP+, où on constate que les jeunes n'ont pas forcément accès à la même information que d'autres jeunes dans d'autres territoires. Et depuis cette année, nous avons lancé une 3e offre qui consiste à équiper les établissements scolaires en partenariat avec des collectivités, où les établissements scolaires auront de manière pérenne des casques de réalité virtuelle, notre plateforme, un certain nombre de guides pédagogiques pour que les professeurs puissent toute l'année réaliser des actions pour leurs élèves, sans forcément que nous, on ait besoin de venir. Et là, on les forme à l'utilisation de la technologie, de la plateforme et de l'atelier immersif. Génial, et c'est tellement important d'avoir des relais professoraux formés sur le terrain. C'est comme ça que les solutions fonctionnent et se diffusent. Tu as tout à fait raison. J'avais une question sur la compétitivité du secteur, parce que c'est de vos deux secteurs, orientation scolaire et soutien scolaire, c'est des segments de marché qui sont très concurrentiels. Comment faire pour se différencier, pour offrir quelque chose de bien spécifique? Et parce que par exemple, toi Théo, de ton côté, tu as des acteurs européens comme GoStudent qui font des levées énormes. Il y a aussi une multiplicité d'acteurs sur l'orientation, sur le soutien scolaire, que ça soit en ligne, en atelier, en audio. Donc comment se différencier dans ce panorama de solutions qui existent? C'est quoi la petite touche de Nouvelle Classe qui fait toute la différence? Ouais, pour nous, en fait, ça se fait sur deux choses. Tout d'abord, sur la technologie de la plateforme.
Donc sur l'adaptivité de la plateforme, je parlais tout à l'heure de vidéos interactives. En fait, les élèves répondent à des questions au fur et à mesure de leur apprentissage, et en fonction de leurs réponses, on va leur proposer des contenus adaptés à leur niveau, ce qui permet en fait de casser cette habitude d'apprentissage puis de vérification des connaissances. En fait, nous, on fait de la vérification des connaissances au fur et à mesure de l'apprentissage. On a 30 secondes de vidéo, une question. 30 secondes de vidéo, une question. Et si l'élève donne une bonne réponse, il va aller plus rapidement vers les questions un peu complexes. Alors que si un élève est en difficulté, on va l'amener vers des contenus un peu similaires pour qu'il puisse prendre le temps de maîtriser la notion. Donc c'est quelque chose qu'on met de plus en plus en avant et qu'on développe de plus en plus au niveau du produit, cette adaptivité de la plateforme un petit peu automatisée qui est un peu notre recette magique. Mais on a aussi cette image de marque, j'en parlais tout à l'heure, de proximité avec les élèves, cette personnification du projet finalement, de jeunes qui veulent aider les collégiens, les lycéens à réussir leur scolarité. Et donc cette identification, cette proximité avec les élèves, on a vraiment une stratégie qui est basée quasi uniquement sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc c'est beaucoup d'organique. Là, évidemment, on part vers d'autres stratégies marketing pour aller toucher les parents plus directement avec d'autres arguments. Mais en tout cas, auprès des élèves, on a vraiment des réseaux sociaux organiques qui s'alimentent, une communauté de 150 000 jeunes sur TikTok. Et ça, voilà, je dirais que c'est vraiment notre force et notre différenciation, d'avoir misé sur cet aspect coach personnel pour les élèves plutôt que entreprise académique de soutien scolaire. On s'adresse aux jeunes, là où la plupart de nos concurrents s'adressent aux parents, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais nous, voilà, par cette différenciation, on apporte un peu un vent de fraîcheur là-dedans, dans ce domaine. Et voilà, pour l'instant, c'est notre principale différence. Complètement d'accord avec toi, je pense que c'est un point crucial. Et si vraiment on rentre dans le détail du détail pour que les auditeurs et auditrices visualisent bien la solution, si là je suis un lycéen, je lance une vidéo interactive, tu disais qu'il y avait vraiment un accent mis sur l'interaction justement, comment ça se passe, qu'est-ce que je vois devant moi, qu'est-ce qui se passe? Ok, on va faire une petite immersion. Donc une vidéo interactive en fait fonctionne comme les épisodes interactifs sur Netflix, notamment Black Mirror pour ceux qui les ont vus. Voilà, pour ceux qui ont vu ces épisodes interactifs sur Netflix, ça devrait vous parler du coup. Mais sinon pour les autres, imaginez que vous lancez une vidéo et voilà, vous me voyez à l'écran et je commence à vous faire un cours de maths sur la dérivation. Qu'est-ce que la dérivation? Donc en 1 minute 30, je vous explique les grands principes, les formules à connaître. Et puis au bout d'1 minute 30, je m'arrête. Et je vous dis, allez, on va vérifier maintenant si tu as compris, quelle est la dérivée de x au carré, de la fonction f de x égale x au carré. Donc là, la vidéo s'arrête et vous avez un QCM qui apparaît par-dessus cette vidéo avec différentes possibilités de réponse. 1x, 2x, x au carré ou moins x, par exemple. Et là, vous devez cliquer pour passer à la suite. Si vous ne faites rien, en fait, la vidéo va s'arrêter et puis voilà, ça, ad vitam aeternam, ça n'avancera plus. Par contre, si vous prenez votre souris et que vous cliquez sur une possibilité de réponse, vous allez m'indiquer si vous avez compris ou non la question que je vous ai posée, et donc si vous avez compris le point de cours qu'on vient de voir ensemble en 1 minute 30. Et donc si vous cliquez sur une mauvaise réponse, par exemple moins X, en fait ça va vous lancer une vidéo de moi qui est en train de vous dire non, du coup tu t'es trompé. Du coup on va revoir ensemble le cours, on va appliquer cette notion de cours à cet exemple précis puisque tu n'as pas réussi à le comprendre pour que tu vois un peu la logique, et ensuite je vais vous reposer la même question avec une autre fonction. Quelle est la dérivée de 1 sur x? Et on recommence comme ça. Tant que vous n'avez pas réussi à sélectionner la bonne réponse ou à m'indiquer la bonne réponse, je vais reprendre à chaque fois la notion de cours avec vous et vous expliquer comment l'appliquer à ce point concret. Donc pour un élève qui a pas compris et qui donne tout le temps des mauvaises réponses, ça peut durer 10 minutes, quoi. Il a vraiment plein d'exemples qui vont apparaître, plein de réexplications, mais l'idée c'est vraiment d'être sûr à 100% qu'il a compris la notion à la fin de la vidéo. Par contre, si vous êtes dans le cas où, quelle est la dérivée de x au carré, vous cliquez sur la bonne réponse, c'est-à-dire 2x, et vous allez arriver sur une vidéo de moi qui vous dit super, tu sais dériver une fonction de référence que tu dois absolument connaître dans le programme. Très bien, on considère que cette notion elle est comprise, donc tu gagnes tant de points, ta courbe de progression elle augmente, et maintenant on passe à une question plus difficile. Et là on passe sur les dérivées composées, quelque chose de plus complexe. Donc voilà, un élève qui a des facilités au début, il va rapidement arriver vers les notions complexes, en fait les questions type bac, où je vais lui dire voici une fonction, dis-moi, calcule-moi l'intégrale, des choses un peu plus complexes. Alors qu'un élève qui a des difficultés dès le début, qui n'arrive pas à dériver une fonction de référence, il aura des boucles qui vont le ramener à chaque fois vers des explications de plus en plus précises en fait. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une plateforme adaptative, c'est-à-dire qui s'adapte au niveau de l'élève
de façon automatisée, quoi. Hyper clair. Heureusement que tu m'as pas posé les questions de maths à moi-même parce que j'ai oublié pas mal de choses. Du coup, on va voir sur Nouvelle Classe comment ça se passe. Merci beaucoup, Théo. Gennady, de ton côté, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la solution Gexport est différenciante comparée à tout ce qui existe et j'imagine que la qualité du produit et la techno justement intégrée donc aux petites vidéos de présentation fait toute la différence. Donc je te laisse nous expliquer les spécificités de Gexport. Oui, donc le panorama de l'orientation est assez vaste. Il y a des solutions papier traditionnelles, il y a des solutions digitales aujourd'hui qui existent, notamment faites par des plateformes, que ce soit plateformes pour téléphone ou plateformes web. Et puis plein d'actions associatives qui continuent à être mises en place partout en France. Et donc nous, on arrive avec notre nouvelle solution et je pense qu'on se différencie sur 2 points. Effectivement, premièrement, à travers la réalité virtuelle, notamment l'arrivée de cette nouvelle technologie et son impact sur la mémorisation et l'attention des jeunes. Parce que c'est une vraie question aujourd'hui, les jeunes perdent l'attention très très rapidement. Et comment faire pour que les jeunes puissent quand même retenir des choses dans un laps de temps réduit, tout en ayant une information de qualité. Donc ça, c'est vraiment notre base de travail et c'est comme ça qu'on va développer nos contenus immersifs avec les entreprises. Comme je l'ai expliqué, les entreprises vont en fait nous partager des éléments concrets, des éléments d'expertise autour de leur métier. Et notre rôle ensuite, ce sera de le simplifier et de le rendre clair pour un jeune de 14 ans qui n'a jamais visité, je te donne un exemple, une centrale nucléaire pour découvrir le métier de chaudronnier-soudeur. C'est un métier technique, c'est un métier... on a plein d'a priori là-dessus. On pense encore au chaudron, alors que ce n'est plus du tout le cas. Donc, comment faire pour qu'en 5 minutes le jeune puisse en ressortir avec une information précise donc concernant ce métier. Et on voit que donc à travers les immersions en réalité virtuelle, ça s'apparente plus en termes de mémorisation à une visite réelle dans le monde professionnel, plutôt qu'à un partage à travers un témoignage ou une conférence où on retient finalement que entre 15 et 20% de l'information. Là, on est plus sur des niveaux de entre 50 et 70%. Et puis la qualité de l'information délivrée est aussi importante. Et c'est là, nous, on a vraiment développé notre expertise à travers une internalisation de tout notre processus de production pour ensuite pouvoir délivrer du contenu de qualité. L'autre différenciation, c'est plutôt sur l'accompagnement, puisqu'on voit aujourd'hui que il y a beaucoup de solutions digitales et malheureusement, encore, on voit que dans le secteur de l'éducation, l'accompagnement physique, en tout cas sur l'orientation scolaire, est important. Il faut que les jeunes puissent se sentir proches de leur interlocuteur. Là, je rejoins complètement Théo sur le fait qu'il faut réduire ce côté sachant-apprenant. Donc nous, on se positionne vraiment comme des experts métiers, mais jeunes, qui veulent vraiment partager le plus d'informations possible avec eux et les aider dans leur orientation, et les jeunes le perçoivent bien. Et bien sûr, la formation des professeurs, comme tu l'as évoqué, les relais. C'est très important, il faut que les relais puissent aussi se l'approprier, cet outil. Et donc nous, on travaille vraiment conjointement avec les équipes sur place, les équipes sur le terrain, pour pouvoir leur faire utiliser notre solution de manière la plus efficace possible. Nous équipons aujourd'hui des collèges, des lycées, des collectivités aussi, des mairies. Nous avons déployé notre solution sur l'île de la Réunion cette année, mais aussi des associations jeunesse qui utilisent différemment notre solution, mais aussi des entreprises qui utilisent notre solution dans le cadre de salon encore différemment. Donc à chaque fois, on va s'adapter par rapport à notre utilisateur, notre client relais, pour que la solution puisse utiliser de la meilleure manière possible. Et pour cela, il faut être très proche de nos utilisateurs et c'est là qu'on essaie de nous différencier par rapport à d'autres solutions où on est plutôt sur de l'achat unique et ensuite on utilise de manière autonome. Génial. Et d'ailleurs, il y a une notion de saisonnalité sur l'orientation, et on sait que ce qui fonctionne, c'est d'avoir des ateliers tout au long de l'année et justement ne pas attendre avril pour commencer à réfléchir sur le sujet. Donc, de ce que je comprends, c'est t'essayes vraiment de lisser les temps de travail tout au long de l'année. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que typiquement sur le soutien scolaire, et Théo va peut-être nous infirmer ou confirmer, mais je pense qu'il y a aussi un vrai service saisonnier à mettre en place. Est-ce que tu le ressens, Théo? J'imagine qu'en plus c'est facile à traquer puis les métriques de connexion que tu as sur la plateforme.
Oui, bah en fait, je vais donner un chiffre assez parlant. Entre une période creuse et une période forte, je dirais, de demande de soutien scolaire, on a un facteur 15 en termes de trafic et donc en termes de demande en fait sur le service. Voilà, on a 15 fois plus d'élèves qui viennent se connecter sur notre plateforme en période d'examen qu'en période de congés, de vacances d'hiver par exemple. Donc c'est extrêmement saisonnier. On le découvre en fait parce que c'est nos premières années d'activité avec Nouvelle Classe, et donc on met en place des calendriers en fait de publication, des calendriers et ça a des impacts assez énormes, même au niveau des serveurs pour la plateforme. Il faut les booster en période d'examen, donc voilà, c'est assez intéressant et effectivement c'est extrêmement saisonnier, ouais, tout à fait. C'est marrant, et j'imagine, Gennady, toi tu es corrélé à Parcoursup, c'est un peu peut-être le rythme officiel qui rythme ton année. Oui, complètement. Alors Parcoursup pour les lycées et puis la plateforme de choix pour les collèges. Qui arrive, je crois, un tout petit peu plus tôt, mais oui, en fait, le gros de notre période, c'est à partir du mois de janvier jusqu'à fin avril, où là, vraiment, on est mobilisé partout. Et puis, ça rejoint aussi les différents salons d'orientation qui sont également réalisés tout au long de cette année. Et oui, enfin, nous, notre enjeu, c'est de pouvoir sensibiliser à la fois les établissements scolaires, mais aussi les entreprises, en disant que l'orientation, c'est toute l'année, en fait. Il faut pas s'y prendre à la dernière minute parce qu'il y a tellement d'infos. Et cette information, il faut quand même prendre le temps de la digérer. Et si on se prend au dernier moment, on risque de manquer des choses. Et justement, pour atteindre ces jeunes tout au long de l'année et pour toucher vos premiers utilisateurs, qui sont les jeunes, les collégiens et les lycéens, comment vous faites chacun? C'est quoi vos leviers? Peut-être Gennady, comment toi tu touches ta cible? Tu parlais des salons, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres choses que tu mets en place. Oui, complètement. Alors nous touchons nos bénéficiaires, donc qui sont les jeunes, à travers, je dirais, trois canaux. Le premier canal, c'est directement les établissements scolaires partenaires, où on va prendre contact avec eux, on va leur proposer notre dispositif, notre service, et puis on va intervenir dans le cadre soit des forums qui sont organisés dans le cadre du collège, soit des journées dédiées à l'orientation, soit des heures dédiées à l'orientation, que ce soit pour des parcours spécifiques ou des parcours généralistes. Parcours spécifique, par exemple, des jeunes décrocheurs, ou parcours généraliste, que ce soit tous les troisièmes, qui cherchent à s'orienter. Le deuxième canal, c'est plutôt les collectivités, à travers des salons qui sont organisés, alors plutôt sur le territoire, d'un territoire donné, que ce soit des salons emploi, des salons d'orientation, ça peut être fait par les mairies, par les départements, par les communautés d'agglomération. Et nous, on va arriver avec notre dispositif et on va animer des ateliers tout au long de la journée ou plusieurs journées. Donc tout va dépendre combien de temps ils veulent faire appel à nous. Et le troisième canal, c'est plutôt les entreprises, où là, on va plutôt mettre en avant le secteur de cette entreprise-là ou leur métier dans le cadre de différentes animations. Ça peut être fait dans le cadre de salons également, mais également dans le cadre de leurs actions qu'ils réalisent directement dans les écoles. Parce que les entreprises sont toujours assez engagées sur ces volets et ont des partenariats en propre. Et nous, on va intervenir en tant qu'outil complémentaire. Et ce qui marche le mieux pour nous, c'est de pouvoir présenter les métiers en réalité virtuelle, mais qu'il y a des personnes, des pros, des vrais experts qui sont là en même temps pour qu'ils puissent contextualiser, parler de leur parcours. Et là, ça crée vraiment un relais qui est top en fait pour les jeunes. Parce qu'ils peuvent concrètement voir comment ça se passe sur le terrain, mais aussi discuter avec le professionnel à la fin. J'imagine bien. Merci beaucoup pour ça. Et du coup, Théo, toi, comment tu as touché tes premiers utilisateurs? Comment tu as atteint les jeunes? Parce que paradoxalement, on peut penser que c'est plus simple que tout se passe en ligne, mais les réseaux sociaux, ce n'est pas automatique. Il y a beaucoup de travail derrière. Du coup, comment tu as atteint ton audience principale, et peut-être aussi comment t'as trouvé le bon prix pour ton offre? Parce que j'imagine que comme tu avais une masse d'utilisateurs assez énorme à monétiser, enfin, je sais pas si tu peux nous dire quelques mots là-dessus. Ouais, tout à fait. Pour toucher les utilisateurs, du coup, ça a été vraiment des stratégies réseaux sociaux assez long terme en fait. C'est-à-dire que effectivement, je parlais des premiers 1000 abonnés sur YouTube. On pourrait parler aussi des premiers 5000 abonnés sur TikTok. Voilà, c'est des seuils qui sont très motivants, mais ça reste vraiment pour le coup des vanity métriques. C'est-à-dire que ça fait plaisir, mais en termes de business derrière, ça apporte vraiment
pas grand-chose en fait. Il faut des masses d'utilisateurs et de trafic pour vraiment qu'un trafic organique réseaux sociaux puisse convertir. Je pense qu'il faut le dire parce que tu vois, c'est parfois mal compris dans le monde de l'éducation. On pense que ça arrive plus facilement que prévu sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait c'est tout autant de travail. Et pour que justement ça rapporte de l'argent, il faut vraiment avoir des volumes extrêmement conséquents, comme tu le disais. Je me suis permis de te couper parce que c'est un peu un mythe autour de ça, tu sais. Non, mais tout à fait. Et d'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs qui se lancent là-dedans, en fait, au début, en postant un peu du contenu pour voir ce que ça donne, si le POC est validé rapidement, les 5000 premiers abonnés arrivent assez rapidement. Mais ensuite, si on veut vraiment passer à l'échelle, il faut beaucoup plus de trafic. Et donc, c'est vraiment des stratégies sur le long terme, sur 1 an et demi, 2 ans de travail. En fait, sur TikTok, aujourd'hui, on est 150 000 abonnés. Et en fait, ça a été vraiment des stratégies itératives de contenu, 2 semaines de contenu qui ont été lancées sur une thématique, qui n'ont pas du tout marché. La semaine suivante, je me suis dit, OK, on va lancer ça. La semaine suivante, un autre sujet, pour trouver des sujets qui amènent un trafic intéressant. Et donc voilà, le trafic et donc la cible, en fait, comment je l'ai touché, les jeunes, comment je les ai touchés, c'est via les réseaux sociaux, mais via effectivement des stratégies assez long terme, voilà, sur TikTok, sur YouTube, un petit peu sur Instagram, mais surtout TikTok et YouTube, où c'est là que j'ai vraiment identifié que les jeunes partageaient, échangeaient entre eux. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu toucher les jeunes. Et comment t'as réussi du coup à définir justement ton prix au regard de volume d'utilisateurs qui devait être assez changeant? Enfin, c'est des choses qui étaient évidentes dès le début ou c'est arrivé aussi au fil de l'eau? Alors ça s'est fait par benchmark au début surtout. Voilà, j'ai vu ce que faisaient les concurrents, ce que nous on proposait, notre valeur ajoutée. Beaucoup d'A/B tests, clairement, des offres à des tarifs différents, voir un petit peu comment ça réagit au niveau du clic, au niveau de la conversion, au niveau des arguments de vente. Est-ce que c'est une réduction en euros, une réduction en pourcentage qui va intéresser les parents? Enfin voilà, c'est vraiment des choses assez subtiles. Ça a été une démarche assez scientifique et en fait qui est constamment remise en cause, parce que l'environnement change beaucoup. L'année dernière, on avait le Covid, les lycées qui fermaient, les classes qui passaient en distanciel, donc la valeur perçue de ce qu'on proposait était sans doute plus élevée qu'aujourd'hui, où les élèves sont revenus en présentiel et donc on revient sur un système de complément à la scolarité et non pas de rattrapage des lacunes complet en fait. Donc voilà, c'est en perpétuelle évolution. Mais voilà, c'est du test, des méthodes agiles. Je suis assez fervent de ces méthodes-là, des tests sur le pricing, A/B test, et voilà, c'est perpétuellement remis en cause en fait. C'est ça qui est assez stimulant, assez voilà, c'est de l'entrepreneuriat quoi. C'est pas de la magie, c'est surtout beaucoup de travail. Et c'est aussi des partenariats et des rencontres. Et justement, je pense que vous avez tous les deux des rencontres qui ont un peu fait clic dans votre tête ou qui ont permis au projet d'avancer plus rapidement que prévu. Est-ce que, Gennady, tu as une rencontre, un partenariat qui a permis vraiment de passer à l'échelle dès le début, qui a accéléré justement le développement de J'Explore? Oui, alors il y a peut-être un partenariat qui m'a vraiment permis d'asseoir notre place en fait, notre petite place dans l'écosystème EdTech. C'était l'année dernière avec l'ONICEP qui nous a référencés en tant qu'alternative de stage au troisième. Notamment dans le cadre de la période Covid où beaucoup de troisièmes n'ont pas pu faire de stage en entreprise, qui ont été soit reportés, soit annulés. Et donc l'ONICEP, à travers donc la directrice Frédéric Alexandre Bailly que j'avais rencontrée pour parler de mon projet, pour demander des conseils, qui m'a mis en contact donc, avec ses collègues. Et donc ils ont vu la plus-value de la réalité virtuelle pour l'orientation. Et tout de suite, voilà, ça m'a permis de pouvoir présenter notre solution au collège et de dire voilà, notre solution a été en quelque sorte approuvée par un acteur de référence qui souhaite aussi voilà proposer de nouvelles choses pour les jeunes et des nouvelles alternatives. Ça m'a permis vraiment au début d'asseoir notre légitimité, notre confiance dans notre solution. Génial. Et Théo, tu nous parlais d'un partenariat avec Nathan, donc la grande maison d'édition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en quoi ça a permis justement à Nouvelle Classe de se développer plus rapidement que ce que tu n'avais peut-être envisagé? Oui, en fait, j'ai contacté Nathan un peu au culot au début, et je pense qu'ils ont compris la démarche et la nécessité pour eux de se développer aussi sur les réseaux sociaux en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est des maisons d'édition papier, on voit que les réseaux sociaux explosent, que les jeunes sont sur ces réseaux,
qu'aujourd'hui il faut toucher les parents, mais aussi et peut-être surtout les jeunes. En tout cas, c'est notre conviction chez Nouvelle Classe. Enfin, voilà, pour revenir sur cette conviction, on est persuadé qu'on ne peut pas proposer un service adapté aux jeunes si on essaye de s'adresser qu'aux parents, en fait. Enfin voilà, c'est donc voilà, en présentant la démarche, en fait, ça leur a plu et donc ils ont proposé de travailler ensemble sur un premier numéro, en fait, un premier ouvrage, une première matière. Et ça a lancé effectivement le projet, parce que d'un coup, ça a donné beaucoup de crédibilité à Nouvelle Classe. J'ai pu parler de Nathan et montrer qu'on était en partenariat. C'était évidemment extrêmement motivant pour moi, qui était seul sur le projet à l'époque, pour me lancer vraiment sérieusement là-dedans. Et donc, c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de résilience, de me dire j'ai ce partenariat, je peux pas m'arrêter du jour au lendemain, il faut que ça continue, il faut que ça se développe. Et donc, Nathan a été un vrai déclic, je les remercie encore aujourd'hui. Et voilà, ça leur a tellement plu qu'ils ont imprimé le logo de Nouvelle Classe sur leur ouvrage. Donc ça, c'est une crédibilité en plus pour le projet. Et donc voilà, c'est vraiment top. Donc Nathan a été le premier gros partenariat. Ensuite, il y en a eu d'autres avec d'autres startups autour de la pédagogie, autour un petit peu de l'orientation aussi. Magnard aussi, donc une autre maison d'édition qui a rejoint l'aventure. Et donc voilà, premier partenariat déclic, ça a été Nathan. Génial. Et Gennady nous expliquait justement l'importance du rôle des entreprises pour aider à créer du contenu le plus proche du terrain pour les élèves. Est-ce que toi de même, donc là tu as un partenariat avec Nathan, mais est-ce que tu mets en place des partenariats avec des professeurs? Enfin, comment tout ce contenu arrive sur Nouvelle Classe? Le contenu vraiment pur des matières que tu proposes aux élèves. Oui, tout à fait. Au début, je le faisais seul, évidemment, au début du projet. Et donc rapidement, j'ai voulu trouver des professeurs en fait certifiés, des professeurs agrégés pour proposer plus de contenu sur la plateforme, des étudiants aussi, puisque je voulais toujours cette proximité, cette jeunesse, je dirais, dans les acteurs qui passent en vidéo, pour avoir cette identification entre les élèves et les personnes qui proposent les vidéos. Et en fait, du coup, voilà, ça a été des recrutements, je dirais, de ma part et de la part de Nouvelle Classe assez complexes, parce on recherche toujours aujourd'hui des personnes qui ont cette double compétence de savoir dans un domaine, en fait, pour pouvoir enseigner sur le contenu, et puis des personnes qui sont à l'aise avec la caméra, qui connaissent les codes des réseaux sociaux, qui savent comment s'adresser à une caméra, qui n'ont pas peur d'être filmés, de se regarder. Donc voilà, on cherche encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de professeurs sur Nouvelle Classe, parce que c'est des compétences qui sont assez difficiles à trouver. Des personnes qui maîtrisent une notion, travaillent assez efficacement et puis surtout sont très à l'aise devant la caméra. Donc il y a des enseignants qui nous écoutent, donc appel du pied à vous tous. N'hésitez pas à contacter Théo pour participer au projet de Nouvelle Classe. Et justement, donc on parlait de votre point commun qui est d'avoir été accepté, bravo à tous les deux, dans le programme d'accélération Passerelle, donc qui est le programme de la Banque des Territoires opéré par Make Sense, qui encadre des entrepreneurs à impact. Et justement, le but de l'accompagnement, c'est aussi de vous aider à trouver le bon business model, atteindre rapidement la rentabilité, ouvrir vos réseaux de partenaires et conserver votre mission initiale, qui est une mission d'impact, éduquer et former le plus grand nombre de jeunes en France. Du coup, aujourd'hui, où vous en êtes côté business model, côté rentabilité? Comment est-ce que d'ailleurs vous avez défini votre business model? La question est pour tous les deux et je pense que c'est une question cruciale parce qu'on sait que justement dans le marché de la tech appliqué au segment scolaire, on peut avoir à changer un certain nombre de fois son business model parce que on a une variété de clients en face, on a des situations qui évoluent de manière rapide avec les évolutions de programmes, la crise sanitaire. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de flexibilité à avoir. Du coup, aujourd'hui, où vous en êtes niveau business model? Peut-être toi, Gennady, en premier. Oui, alors je te rejoins totalement sur la difficulté de trouver un modèle viable dans le monde de l'éducation. Je partage juste une anecdote qui m'a marqué au début de mon projet. J'avais rencontré quelqu'un de l'Académie de Paris qui m'avait en fait partagé ça. Il me disait que nous, en fait, on veut travailler avec des jeunes entreprises, des startups dans l'éducation, mais en fait, au bout de 3 ans, ils disparaissent. Donc c'est compliqué de nouer des partenariats de long terme avec des jeunes structures parce que le modèle économique s'est trouvé de le compliqué, le marché change également, les solutions évoluent et nous c'est une question qu'on se pose tout le temps, c'est-à-dire comment trouver la viabilité.
Aujourd'hui, on a vraiment deux canaux de vente et deux manières de nourrir nos revenus. Le premier canal de vente, c'est notamment à travers les entreprises et le monde professionnel. En fait, les entreprises nous financent pour la production et la création des immersions, pour mettre en avant un secteur, pour mettre en avant un métier, ou pour mettre en avant des professions dans le cadre de leurs besoins de recrutement. Là où j'aimerais faire passer un message, c'est que les entreprises doivent aussi s'intéresser à plus loin que l'emploi, mais aussi l'orientation, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les employés de demain. Donc il faut les sensibiliser au plus tôt et les accompagner vraiment dès le collège, ce qui je trouve aujourd'hui n'est pas forcément le cas partout, bien que des actions soient mises en place par beaucoup d'entreprises, mais accentuer cela. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir les accompagner vraiment dans la mise en avant de leur métier, de mise en avant de leur secteur, à travers à la fois de la production, mais aussi de la diffusion, dans le cadre des différentes actions que j'ai pu décrire. Et puis le deuxième canal de vente, c'est plutôt les ateliers, notre diffusion à travers, que ce soit par l'abonnement, la plateforme, ou bien les ateliers en physique, où là, c'est plutôt les collectivités, les établissements scolaires qui nous financent. Et donc, aujourd'hui, on est structuré comme ça. Pour le moment, le fait de diversifier les canaux de vente, je trouve que c'est plutôt une force pour ne pas dépendre d'un canal de vente spécifique. Mais peut-être demain, on pourra s'ouvrir sur un canal plutôt grand public ou parents. Mais ce n'est pas aujourd'hui la maturité du marché de la réalité virtuelle ne le permet pas, puisqu'il faut quand même s'équiper en casque. C'est quand même un investissement. Donc nous, on est plutôt sur du B2B ou B2 collectivité ou gouvernement, quoi. B2G, comme disent nos amis anglo-saxons. Avec la complexité que ce sont des cycles de vente qui sont relativement longs, notamment auprès des collectivités, mais ça tend à s'accélérer, mais ok, très clair. Et du coup, Théo, toi, de ton côté, est-ce que tu as un business model qui est fixe? Est-ce que tu as trouvé le point d'équilibre, ou est-ce que ça évolue? J'imagine que c'est sans doute ça la réponse. Ouais, c'est ça, ça évolue. Après, effectivement, on a un business model aujourd'hui qui fonctionne sur le B2C. Donc, on vend aux élèves et à leurs parents, surtout les parents d'élèves, deux modes d'adhésion à Nouvelle Classe. Soit un abonnement mensuel avec des fonctionnalités plus enrichies pour une offre d'abonnement plus chère, du coup. Donc on a une offre à 14,90 € par mois qui permet d'accéder à l'ensemble des contenus de la plateforme, donc toutes les vidéos interactives que j'ai citées précédemment, et à la communauté d'entraide. Les élèves peuvent discuter entre eux. Et une offre à 29,90 € où en plus de ces fonctionnalités, l'élève a aussi accès à notre équipe pédagogique où on répond chaque jour aux questions qui nous sont posées. Donc si un élève n'arrive pas à faire un exercice, on va tourner une vidéo pour lui spécialement, une vidéo interactive où on va non pas donner toutes les réponses, parce que c'est pas l'idée de faire le travail à la place des élèves, mais donner des indications, des indices et nous assurer que l'élève a compris les points de cours rattachés à son exercice. Donc en fait, c'est la création de vidéos à la demande par notre équipe pédagogique sur cette offre d'abonnement à 29,90 €. Mais les parents ont aussi la possibilité d'acheter les cours, comme on dit, en one shot, c'est-à-dire qu'on a des cours à la carte. On a un catalogue de cours, les mathématiques en terminale, l'enseignement scientifique en première, le bac français. Voilà, on peut venir piocher et prendre un cours à 29,90 € sans abonnement. Donc ça, c'est vraiment pour répondre à une demande très forte qu'on a eu des parents qui ne voulaient pas d'abonnement, pas de tacite reconduction comme on en trouve un petit peu partout. Et donc l'idée, voilà, c'était de proposer des cours comme des produits qu'on peut acheter qui ont une date de péremption à 1 an. Donc on a accès aux cours pendant 12 mois glissants pour permettre aux parents et à leurs enfants de profiter de nos cours sans abonnement. Et on développe de plus en plus la partie B2B. En fait, on se rend compte qu'on peut répondre à plusieurs besoins, notamment pour les écoles de l'enseignement supérieur, un besoin de visibilité sur les réseaux sociaux, puisqu'on a notamment sur TikTok, j'en parlais, 150 000 abonnés qui sont à 97% dans la tranche d'âge des lycéens. Donc une offre de visibilité pour les écoles de l'enseignement supérieur. Idem sur YouTube, où on a 60 000 abonnés, où là on propose des offres pour parler d'écoles de l'enseignement supérieur et rediriger les élèves vers ces écoles pour qu'ils puissent se renseigner. Et puis, comme l'évoquait Gennady, les collectivités, les établissements scolaires. Aujourd'hui, on a un produit qui permet aux élèves de réviser en autonomie, d'être accompagnés par notre équipe pédagogique et surtout un système de suivi où on peut suivre l'évolution d'un élève, sa compréhension de certaines notions. On sait qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui veulent mettre en place la classe inversée. Et donc nos contenus en fait sont parfaits pour ça. Les élèves peuvent les visionner chez eux le week-end et venir en cours avec un aperçu du cours qui sera vu en classe et des exercices qui seront traités en classe.
Donc voilà, on a toute cette partie B2B de visibilité auprès des écoles de l'enseignement supérieur et d'accompagnement pédagogique pour les collectivités et les établissements, qui est en lancement. On est en expérimentation sur ces deux modèles-là avec des écoles et des établissements, et on aimerait beaucoup développer cette partie-là. Donc on est tout à fait ouvert à échanger là-dessus. Voilà, si des personnes sont intéressées. C'est vraiment pertinent ce que tu dis, parce que pour parler avec beaucoup d'établissements du supérieur, privé ou public, au quotidien, c'est vrai qu'il y a un tel enjeu de recrutement des étudiants, d'image de marque, de différenciation aussi. En fait, c'est devenu aussi très compétitif dans le supérieur. Et du coup, tous les leviers qui leur permettent de toucher des jeunes avec le numérique et avec les codes des jeunes sont des leviers hyper précieux et nécessaires, vu que en plus l'année dernière, tous les événements de recrutement étaient en distanciel. Et justement, pour ouvrir un petit peu la conversation, est-ce que justement vous pourriez nous partager votre vision du secteur des EdTech, donc un univers auquel vous appartenez aujourd'hui, que ça soit de manière très granulaire ou peut-être plus générale, mais quelle vision vous avez de ce secteur français, qui a beaucoup évolué sur ces deux dernières années? Gennady, peut-être toi en premier. Oui, alors moi j'ai constaté avec ma récente arrivée avec J'explore que déjà je pense le Covid a accéléré les pratiques numériques dans le secteur de l'éducation. Ça a été plus accepté par les professeurs qui étaient peut-être un peu réticents aussi à l'arrivée de nouveaux outils, et puis par les parents et par les jeunes, je pense, de manière générale. Donc ça, je pense que c'est plutôt positif. Dans le numérique pour l'éducation, il y a des bienfaits, mais il y a aussi des choses qu'il ne faut pas faire. Et je pense que c'est notre rôle aussi de pouvoir proposer une solution qui soit viable, mais aussi qui puisse répondre à des réels besoins pédagogiques. Je donne un exemple pour la réalité virtuelle qui est important pour le secteur, c'est notamment les liens avec la santé et les enjeux autour de la santé, puisque mine de rien, on met un écran devant les yeux et voilà, c'est des questions qui se posent pour les jeunes. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut intégrer ce genre d'outils dans l'éducation nationale? C'est pourquoi nous aujourd'hui on propose des immersions courtes et des immersions notamment qui sont accessibles à partir de la 4e, parce que les dernières études montrent que si on expérimente plus jeune ce genre d'outils, ce n'est pas forcément bien pour le cerveau. Et donc voilà, mais de manière plus générale, je pense que le secteur des tech va évoluer, en tout cas je l'espère, avec de nouveaux arrivants, des solutions toujours plus adaptées, mais sans oublier la partie accompagnement et la formation des enseignants aujourd'hui qui sont sur le terrain, parce que ça reste comme eux le relais principal et ce sont eux qui sont en contact le plus souvent avec les bénéficiaires qu'on veut toucher. Et est-ce que tu dirais que le secteur est mature sur l'usage de la réalité virtuelle? Parce que c'est vrai que c'est encore le début, entre guillemets, de la technologie en France. Quelle est ton opinion là-dessus? Alors, je trouve que le secteur n'est pas encore mature, pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, et pour moi c'est la principale, c'est l'équipement. Aujourd'hui, les casques ne vont pas, le développement des casques de réalité virtuelle ne vont pas assez vite par rapport aux solutions, entre guillemets, logicielles qui existent. Aujourd'hui, il y a 3-4 fabricants de casques qui sont vraiment un peu présents dans le grand public. Ce n'est pas assez, il faut aller plus vite. Il faut que aussi une filière française se crée autour des casques, parce que il y a pas mal de questions aussi autour de la protection des données, autour de l'usage dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Je crois que les dernières études ont montré que à peu près un Français sur deux ont déjà expérimenté un casque VR. Et je crois que 20%, entre 10 et 20% sont équipés, notamment à travers les jeux vidéo. Donc on n'est pas encore mature sur la réalité virtuelle. Mais vu l'accélération qui vient, je pense qu'il y a des choses d'ici 2-3 ans qui pourront être intéressantes. L'accélération notamment dans le domaine de la formation professionnelle, avec notamment le secteur médical et tout ce qui va être aussi sécurité, gestes techniques à risque, donc des choses qui sont de plus en plus communes dans tout un tas d'industries. Tu as tout à fait raison. Et toi, Théo, du coup, quelle vision tu as de ce secteur, que ça soit le milieu de la tech ou de manière plus large le secteur de l'éducation bouleversé par le numérique, parce que tu es au cœur un peu du réacteur avec justement les codes de TikTok?
Ouais, tout à fait. Pour parler du secteur EdTech et puis plus généralement en fait des professeurs de l'éducation, voilà, auprès de ma cible dans le secondaire, les collégiens, les lycéens. Je trouve qu'il y a vraiment une bascule qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de jeunes profs qui veulent mettre en place de la pédagogie inversée, qui veulent changer la manière d'apprendre. Le modèle des classes un petit peu classique est un peu bouleversé en ce moment, même au sein de l'éducation nationale. Je trouve ça assez passionnant. Je suis sur plusieurs groupes Facebook de professeurs de l'éducation nationale et j'échange avec eux et on voit qu'il y a de plus en plus d'engagement sur ces sujets-là. Et même des professeurs finalement qui démissionnent parce qu'ils n'arrivent pas à enseigner comme ils le souhaiteraient. Donc on voit que c'est un vrai mouvement qui est en train de se produire. Et les startups du coup EdTech en face de ça, je les trouve très pertinentes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche d'aller échanger avec les professeurs, les enseignants, les parents ou les élèves comme Nouvelle Classe pour vraiment mettre en place des solutions qui répondent à un besoin, à une demande, à une souffrance en fait aujourd'hui. Donc je trouve que l'écosystème est pertinent en fait pour le résumer et aussi extrêmement bienveillant du coup pour parler d'un point de vue plus entrepreneurial. En fait, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. On n'en parle pas souvent, mais c'est très tumultueux d'un point de vue personnel. C'est très, très douloureux souvent. Et l'EdTech est vraiment un domaine hyper bienveillant. C'est ça qui est extrêmement rassurant. C'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai pu aller boire un café, échanger, en fait, à chaque fois, c'est extrêmement positif. On en ressort avec de la motivation, l'envie de se revoir, de lancer des choses ensemble. Donc pour parler d'un point de vue plus humain, personnel, le secteur de la EdTech, je le trouve très stimulant et très bienveillant. Voilà, tout le monde a envie de s'entraider et tout le monde sait qu'il y a de la place pour tout le monde en fait. C'est un énorme marché. Le soutien scolaire, rien que sur ma partie du coup soutien scolaire, on parle de 2 milliards d'euros annuels. Donc on n'a pas peur de se faire prendre des parts par quelqu'un qui fait un peu la même chose. Au contraire, on a envie de s'intéresser à ce qu'il fait pour avoir des idées, pour peut-être faire des partenariats. Donc voilà, le secteur de la EdTech est très pertinent, je trouve, sur les problématiques rencontrées par les parents, les professeurs, les élèves aujourd'hui. Et je souhaite que ça reste aussi bienveillant dans l'échange, voilà, et aussi constructif à l'avenir. Bah, génial, et je te rejoins tout à fait. Vous êtes un peu plus de 400 membres de EdTech France, et surtout ce qui est hyper intéressant, c'est au sein de la dernière étude EY là qu'on a sorti justement avec la Banque des Territoires sur le marché 2021, on se rend compte qu'en 2020 et 2021, il y a eu 89 entreprises créées dans la EdTech, donc 89 entrepreneurs qui se sont lancés dans ce segment de marché qui est absolument passionnant et qui surtout est peut-être plus encore révolutionné par le numérique que d'autres industries. Donc 89 nouvelles entreprises sur les 2 dernières années. Donc c'est assez parlant, je trouve, comme chiffre. Et du coup, je sais pas si vous avez envie de rebondir là-dessus. Ouais, tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, parce que tu disais que c'est quelque chose d'assez passionnant, et en effet, pour sortir un peu de la vision purement business, je dirais, mais c'est extrêmement important évidemment. En fait, la pédagogie, l'EdTech, c'est vraiment passionnant, quoi. Comme tu dis, c'est Nouvelle Classe. On a commencé avec des vidéos qui avaient une très faible rétention, c'est-à-dire que les élèves partaient rapidement de nos contenus. Et en fait, la réflexion autour de pourquoi les élèves ne regardent pas les contenus jusqu'au bout, les appeler au téléphone, leur parler sur Discord, pousser la réflexion loin pour comprendre ce que les parents souhaitent, quelles sont leurs souffrances, c'est vraiment des sujets extrêmement passionnants et je sens que cette passion est partagée par les entrepreneurs de la EdTech. C'est évidemment monter une entreprise et en vivre, c'est l'objectif, lever des fonds, travailler avec des investisseurs, etc. Et c'est totalement ce qu'on recherche avec Nouvelle Classe. Mais c'est aussi et surtout passionnant en fait comme sujet. Et voilà, c'est très motivant de sentir que tous les acteurs EdTech que j'ai pu rencontrer sont passionnés par ce qu'ils font, quoi. T'as tout à fait raison et tu vois, je rebondis sur le sujet de l'orientation. Un des autres points extrêmement intéressants, c'est justement d'où vient l'autocensure des jeunes. Pourquoi est-ce que les jeunes ne s'orientent pas dans telle ou telle filière de métier? Est-ce que c'est parce qu'ils la connaissent pas? Est-ce que c'est parce que ils ont des clichés mentaux là-dessus, notamment sur l'autocensure des jeunes femmes? Du coup, Gennady, je sais que tu es aussi au cœur d'un réacteur hyper intéressant sur justement comment lutter contre l'autocensure. Et j'avais une dernière question pour toi sur justement l'approche vis-à-vis des jeunes femmes. Est-ce que vous faites quelque chose de différencié? Est-ce que vous faites des ateliers spécifiques? Est-ce que du coup tu pars du principe que non, tu fais tout en totale mixité? Est-ce qu'il y a des choses que tu avais envie d'ajouter là-dessus que j'avais pas forcément évoquées?
Alors oui, nous réalisons des choses aujourd'hui. C'est pas notre cœur de l'activité, hein. Mais par contre, il y a des choses qu'on spécifie là-dessus. Je donne un exemple avec une entreprise. Donc, on a identifié le métier de ingénieur process. Donc, c'est un métier où il y a des forts besoins de recrutement en France, notamment dans les secteurs très industriels. Et en fait, dans le métier d'ingénieur process, il y a, je crois, 8% de femmes. Et donc automatiquement la personne qui est représentée dans nos immersions, puisque nos immersions c'est toujours des vrais professionnels, c'est pas des acteurs. On a choisi une jeune fille qui venait de diplômer d'une école d'ingénieur dans l'entreprise, qui était l'ambassadrice du métier. L'idée pour nous, c'est de pouvoir partager les bons messages. C'est-à-dire que oui, une femme déjà peut faire ce métier, elle est capable, et puis ensuite, en plus elle peut être jeune. Parce qu'elle avait, je crois, 26 ou 27 ans. Et en fait, nous, à chaque fois, on va faire ce travail. Pour chaque métier, on va identifier les problématiques importantes. Ce n'est pas forcément le cas pour d'autres métiers. Je donne un autre exemple pour contrebalancer ça, parce que, par exemple, les métiers du luxe et du service, il y a plus de femmes. Et donc, on manque d'hommes. À chaque fois, pour chaque métier, on va identifier une problématique spécifique et on va mettre en avant les choses importantes. Et puis ensuite, on s'est aussi inséré dans différents programmes associatifs pour aider les jeunes filles à moins s'autocensurer, et on a pu présenter différents métiers qu'on a pu développer, que ce soit dans le milieu du transport logistique, industrie ou les nouveaux métiers du numérique. On a réalisé des ateliers pour des groupes de filles en fait, et l'idée c'était de travailler sur les stéréotypes, sur les idées reçues qu'on aurait vis-à-vis de ces métiers, et de leur permettre d'avoir un petit déclic pour leur permettre de choisir ses voies. Mais là où je te rejoins, c'est que c'est un sujet compliqué, parce que on peut pas tout résoudre avec l'orientation, avec la découverte des métiers. Il faut que aussi les parents fassent un bout de chemin, les professeurs, mais aussi ce qu'on appelle les rôles modèles. Il faut qu'il y en ait peut-être plus. Et en fait, c'est un tout. Et là où je rejoins Théo, c'est effectivement que heureusement le secteur de l'éducation est bienveillant, et il faut que tout le monde collabore, il faut que chacun apporte une brique pour permettre de moins s'auto-censurer et de mieux choisir sa voie. T'as tout à fait raison, et Théo, au mot de la fin là-dessus, est-ce que justement sur cet enjeu de déconstruire par exemple l'image des maths, l'image de la physique, des choses qui sont vues encore comme trop masculines, et on le sait dans les options choisies au lycée par les jeunes femmes, est-ce que c'est un aspect qui est traité par Nouvelle Classe? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous mettez un point d'attention, ou du coup pareil, tu pars du principe que ça va se faire tout seul? Comment tu traites ce sujet qui est un sujet mine de rien important? Ouais, effectivement, c'est un sujet capital. Au début, le focus était mis sur créer du contenu. Effectivement, au début, on n'avait pas forcément le temps de s'intéresser, de trouver des leviers pour favoriser la parité, pour favoriser la présence féminine sur des spécialités scientifiques, informatiques, etc. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui, en regardant nos métriques YouTube notamment, qui sont très précises, qu'on a une parité parfaite. En fait, c'est assez impressionnant. Génial. On est à 51% de filles et 49% de garçons qui regardent nos vidéos. Donc en fait, on en est très content. Ça s'est fait un peu naturellement. Et si aujourd'hui ça venait à changer, si on voit qu'on a moins de filles qui regardent nos vidéos, par exemple, on aurait la possibilité de mettre en place des choses. Effectivement, on travaillerait sur le sujet pour mettre en place des choses pour favoriser la parité. Mais voilà, aujourd'hui, et je pense que c'est, comme je parlais tout à l'heure de la force de Nouvelle Classe, cette identification avec les élèves qui fait qu'on arrive à toucher un peu tout le monde sur nos contenus. Et donc, on va continuer dans ce sens-là. Super, merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de nous présenter vos deux projets respectifs, votre vision de comment l'EdTech participe à la réussite scolaire, que ça soit dans le corps des programmes ou via l'orientation, et surtout bravo à tous les deux d'avoir été lauréats de ce fameux programme d'accélération Passerelle, donc par la Banque des Territoires et opéré par Make Sense. Donc on a hâte de voir ce que 2022 vous réserve, et encore une fois grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. À très bientôt. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition.
Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et dans nos rooms sur Clubhouse. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons.